Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à des questions qui ont été posées dans les commentaires en fait de la chaîne. Alors, j'ai pas souvent l'occasion de répondre et là, je trouve justement un petit peu de temps pour le faire, donc j'en profite. Donc voilà, la première question à laquelle je vais répondre, c'est celle de Zebrayana qui pose la question que je trouve très intéressante. Pourquoi? Comment se fait-il que le PN arrive à pleurer justement quand il explique par exemple un événement soi-disant tragique de son enfance et comment se fait-il qu'il arrive à pleurer par exemple quand il voit la personne qui manifeste l'envie de s'éloigner ou de partir. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pervers narcissique ne va pas pleurer parce que justement il ressent une certaine détresse face au départ de l'autre, même s'ils sont tout à fait dépendants des autres. Hein, donc il y a quand même une détresse à ce niveau-là, mais ce n'est pas vraiment de l'ordre de la douleur, de l'ordre du deuil, de l'ordre de l'angoisse de séparation et des choses comme ça. C'est pas du tout la même chose que ressentirait une personne lambda serait attachée à la personne et qui veut pas la perdre en fait. Hein. Donc c'est autre chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pervers narcissique, lui, il sait pleurer sur commande. C'est un comportement qu'il a appris, il s'est entraîné pour ça. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'était encore une manœuvre de manipulation. Donc autrement dit, cette manœuvre de manipulation est faite pour quoi? Est faite pour vous décourager dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Autrement dit, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, donc c'est autant un homme qu'une femme, ça peut être l'un ou l'autre, essaye de toute façon de vous retenir parce qu'en fait, cette situation ne l'arrange pas. Donc du coup, cette personne essaye toujours aussi de se mettre au-dessus de vous, de gérer les choses, de faire en sorte que vous ne soyez pas quelqu'un qui décide de quelque chose, donc toujours essayer de vous garder sous emprise, et pour ça, cette personne a plusieurs stratégies. Ces stratégies-là vont être utilisées de façon tout à fait procédurière, donc ils vont être mises en place sans le moindre sentiment, et vous allez les voir passer justement d'un semblant de sentiment de l'un à l'autre. Je vais m'expliquer. Donc autrement dit, quand la personne fait mine de partir, ce que le pervers narcissique va faire, c'est qu'il cherche une stratégie pour que vous évitiez de faire justement ce qui l'ennuie, d'avoir ce comportement-là. Autrement dit, le pervers narcissique va essayer de vous amadouer, de vous culpabiliser en pleurant. Donc ce côté-là est très très souvent utilisé parce qu'il fonctionne généralement assez bien avec les victimes qui se sentent responsables, qui se disent ouais qu'est-ce que j'ai fait, qui sont justement très empathiques, donc ils vont se dire mince j'ai blessé quelqu'un, ce n'est pas bien, ça me ressemble pas, j'ai honte de moi. Parfois justement je me culpabilise à cause de ça. Et généralement ça peut fonctionner. Donc c'est pour ça que le pervers narcissique ou la perverse narcissique vous présente ce comportement-là. C'est vraiment pour essayer de vous faire changer la vie et toujours dans le but de vous garder aussi sous emprise. Alors, quand ça ne fonctionne pas, si vous restez de glace, vous allez voir que cette personne-là va changer très vite de technique. Oui, parce que cette personne cherche une stratégie. Et donc, c'est simplement calculer, c'est simplement étudier pour trouver une stratégie qui fonctionne. Donc dès que celle-là ne fonctionne pas, on l'abandonne et on va le voir passer justement dans un autre registre. Donc c'est-à-dire cette personne qui était tout d'un coup en train de pleurer va se mettre tout d'un coup en colère, essayer d'amadouer l'autre en l'intimidant. Donc ça, c'est une procédure qu'ils font régulièrement. Si ça ne marche pas, ils vont essayer aussi de sortir la carte de la séduction. Je suis tellement bien pour toi, je vais être tellement gentil, ça va changer mon chéri ou ma chérie. Ça, c'est la carte de la séduction. Généralement, c'est vraiment par étapes et vous allez les voir changer comme ça, mais vraiment dans les 5 minutes quand vous restez de glace. Hein. Et donc ça, c'est vraiment typique de cette manœuvre de manipulation, c'est de passer d'un registre à l'autre, qui sont des registres complètement différents, complètement opposés presque. Cette personne peut tout d'un coup aussi éclater de rire alors que cette personne était en train de pleurer, par exemple. Donc ça, c'est pas un comportement normal chez une personne lambda, mais la personne qui a une certaine détresse réelle de perdre l'autre va pas tout d'un coup s'en remettre. Elle va continuer, même si elle peut aussi parfois essayer un petit peu de manipuler parce que on essaye de retenir l'autre, euh, la tristesse va rester malgré tout dans le regard. Donc autrement dit, même si cette personne va lui dire mais enfin, tu te rends compte de ce que tu fais, donc essayer de culpabiliser, presque d'agresser un petit peu l'autre. Voilà, donc ça aussi c'est un peu être manipulateur quelque part, mais c'est pas du tout fait dans le but de manipuler, puisque là c'est juste un comportement qui est
s'adaptable, je vais dire, à la situation. Donc, c'est-à-dire que l'autre essaye de se défendre de quelque chose qu'il ressent comme agressif, puisque ça lui fait mal, hein, donc il essaye de se révolter contre ça. Et donc, cette personne va vous dire ça, mais quand même en ayant toujours la larme à l'œil, en étant toujours déprimé, ou va se remettre à pleurer ensuite, que le pervers narcissique n'a pas ce comportement-là normal. Le pervers narcissique va pleurer, et puis tout d'un coup, après, tout va bien aller, il n'y a rien du tout qui reste de ça. Quelqu'un qui vraiment a vécu quelque chose de douloureux durant l'enfance va vous en parler en étant un peu tristouné quand même, et puis ça va s'accentuer jusqu'à avoir des larmes, et puis après, cette personne va s'en remettre, mais de façon douce en fait, hein. Donc tout doucement, cette personne va s'en remettre, et puis va commencer à rire un petit peu, mais en s'essuyant sur un petit peu l'œil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un comportement normal. Le pervers narcissique, dès qu'il a expliqué son histoire, il peut rire aux éclats et c'est comme si ça ne l'atteignait plus parce qu'en fait, c'est pas quelque chose généralement qu'ils ont réellement vécu. C'est plutôt quelque chose qui a été conçu pour vous culpabiliser ou pour vous amadouer, en fait pour paraître être un petit oiseau blessé à sauver aussi. Donc on utilise fortement, enfin le pervers narcissique utilise fortement vos capacités justement à protéger l'autre, en fait, à être vraiment maternant, comme ça. Donc, généralement, les pervers narcissiques aiment bien les gens qui sont très maternants, très protecteurs, qui ont beaucoup d'empathie, qui ont une réelle gentillesse naturelle. Donc, pourquoi? Parce que c'est comme ça aussi qu'ils vont arriver à vous amadouer, à faire en sorte que vous fassiez ce qu'ils ont envie que vous fassiez. Et vous, quelque part, vous avez envie d'arranger les choses. Dans votre personnalité, ça doit être ça à la base qui prime, c'est que vous n'aimez pas trop les conflits, vous n'aimez pas de voir quelqu'un triste, et donc vous préférez arranger les choses, et vous avez une petite tendance aussi, forcément, à vous sacrifier du coup, en tout cas à faire passer l'autre d'abord. Et donc c'est tout ça que le pervers narcissique va utiliser contre vous, et c'est pour ça aussi qu'il va se mettre à pleurer s'il sait que vous êtes sensible aux sentiments, même aussi aux sentiments qui sont fins, parce qu'ici ce n'est que des apparences, toujours et toujours avec le pervers narcissique, on n'est que dans les apparences. Donc là voilà, je pense avoir fait le tour de cette question-là. Je vais d'emblée répondre à une autre question qui pour moi se rejoint un petit peu, ce qui est celle de Marshmallow, qui demande euh, comment ça se fait-il que le PN dit parfois regretter quand on l'a découvert, dit avoir mal agi et regretter son comportement. Alors, en fait, c'est encore une autre stratégie, effectivement. Le pervers narcissique va utiliser ce type de stratégie-là pour justement faire croire que ça va changer, faire croire que les choses vont aller beaucoup mieux ensuite. Généralement, ils utilisent beaucoup ça, sauf qu'ils ne mettent jamais ça en place. Donc surtout, fiez-vous à ce qui est réellement mis en place comme comportement, comme action, pour savoir qui est pervers narcissique et qui ne l'est pas. Parce que quelqu'un qui regrette réellement avoir mal agi va se comporter de façon différente après si vous lui relaissez une chance. Donc le pervers narcissique n'agit pas du tout comme ça, il va juste dire oui je sais j'ai mal agi, oui tu as raison, etc. Je regrette, mais en fait c'est que une manœuvre de manipulation, c'est que ça a peut-être fonctionné dans le passé avec vous ce type de comportement-là et que il ou elle sait que c'est un petit peu votre point faible. Parce que ces personnes-là, évidemment, ils vont essayer toute une série de stratégies, mais qu'ils ont repérées d'avance chez vous. Ils savent comment vous êtes, bien entendu. Ils vous ont scanné avant, hein. Avant de rentrer en relation avec vous, ils ont essayé d'étudier comment vous fonctionniez, ce qui vous touchait, ce qui ne vous touchait pas, comment faire, en gros, pour que vous fassiez tout ce que la personne veut que vous fassiez. Et surtout des choses d'ailleurs qui vont à l'encontre de vous-même, à l'encontre de ce que vous êtes justement. Et c'est pour ça qu'on dit que la victime va devenir vraiment étrangère à elle-même. C'est parce qu'au fur et à mesure, ces personnes-là vraiment ont envie de faire en sorte que vous deveniez quelqu'un d'autre et que vous ne vous reconnaissiez plus vous-même de façon à ne plus pouvoir vous défendre vous-même puisque vous avez même perdu vos valeurs profondes d'être humain. Donc voilà, ce qui vise, donc c'est vraiment viser à ce que vous deveniez mauvais, viser à ce que vous ne sachiez plus qui vous êtes, ni qui compte pour vous au fond, et que vous perdiez vraiment votre essence profonde, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait respirer, ce qui vous crée du bonheur tous les jours. Et donc voilà ce que les pervers narcissiques visent. Alors je vais passer à une autre question sur la personnalité évitante. Où on me demande justement, donc attendez, je prends la question si vous le permettez. Voilà. Est-ce que, donc ça c'est une question de Francotte Augustin qui dit, dans la phobie sociale, est-ce que c'est possible donc de très très à l'aise avec des inconnus, par exemple en soirée, dans certains milieux, par exemple quand on connaît des personnes, ou plutôt quand on ne connaît
presque personne et d'être complètement fuyant, mal à l'aise, bizarre, etc. Quand on voit des gens fréquemment, comme à l'école, au travail ou dans un milieu qu'on fréquente régulièrement, donc un milieu connu pour nous. Alors oui, c'est tout à fait possible et c'est même clairement ça la phobie sociale. C'est plutôt que quand il y a un enjeu en fait que on va fuir ces relations-là, surtout si ces personnes-là vont devenir plus proches de nous. Donc c'est tout à fait possible. Je sais plus qui me posait la question, je vais la rejoindre ici aussi. C'est tout à fait possible, par exemple, que quelqu'un et ah ben voilà, je l'ai ici, c'est donc celle de Lucas Lebris avant. C'est tout à fait possible donc que quelqu'un soit plutôt à l'aise avec des personnes qui ne s'avancent pas trop dans la relation. Et puis quand cette personne justement vient plus vers vous, vous demande de plus vous dévoiler, là ça vous bloque complètement. Bien oui, c'est ça. C'est plus de la phobie sociale là hein, pour moi parce que ces deux personnes-là qui posent des questions, pour moi, se posent des questions par rapport à elles-mêmes. Et donc j'ai bien distingué que la phobie sociale, c'est plus tiens, j'ai un problème chez moi qui fait que je suis mal à l'aise dans certaines situations, dans certaines relations. Donc là, c'est plus de la phobie sociale, donc c'est, on va dire, moins grave que une personnalité évitante. On parle vraiment de personnalité parce que ça s'émet vraiment dans le fonctionnement de la personnalité. Hein. Donc c'est pas nécessairement une personne qui était là comme ça au départ, petite, hein, comme un trouble de personnalité, c'est encore différent. On parle de personnalité évitante parce que vraiment c'est un fonctionnement qui s'installe au travers des âges et qui au final fait que la personne fonctionne que comme ça, en évitant les relations profondes, intenses, etc. Donc évite de se dévoiler. Si vous posez une question personnelle à ces gens-là, la personnalité évitante généralement va marquer un temps d'arrêt avant de vous répondre. Pourquoi? Parce qu'elle se demande en attendant, tiens, est-ce que je vais vraiment donner cette réponse? Est-ce que c'est intéressant que est-ce que je peux me dévoiler ou au contraire, est-ce que je dois inventer un truc? Parfois, ce temps de latence-là permet justement de se poser cette question-là. Ce qui fait parfois que certaines personnes se disent de la personnalité évitante qui sont pas très très malins en fait. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont pas très réactifs. On pose une question qui paraît anodine. Tiens, toi, est-ce que tu aimes ça aussi? Et l'autre va rester bloqué sur la question en se demandant mais pourquoi il me pose cette question-là? Est-ce que c'est dangereux que je réponde ou pas? Est-ce que je vais me dévoiler ou pas? Ou est-ce que je vais inventer un truc ou pas? Et le temps que ces personnes répondent à toutes ces questions successives, qui montrent en fait qu'il y a un certain choc. Hein. En fait, les psychologues regardent ça pas mal quand une personne a un certain temps de latence avant une réponse. C'est assez étudié chez les psys. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit qu'il y a un souci. On parle d'un choc justement. Quand on fait passer des tests de personnalité, il y a une réponse comme ça enfin, qui vient dans le temps beaucoup plus tard. On parle d'un choc justement à telle ou telle question, tel ou tel enfin voilà item en fonction des tests qu'on passe. Et en fait, la personnalité évitante, il se passe plein de choses à l'intérieur d'elle-même à ce moment-là et beaucoup d'angoisse qui va se voir aussi par des mains qui tremblent, par des tics parfois au niveau du visage, par un regard qui se tourne, donc qui se détourne plutôt, je veux dire, qui regarde le sol, rarement le plafond. Hein, ces personnes-là vont éventuellement regarder derrière vous, autour d'eux, regarder leurs mains, les mains vont commencer à trembler, etc. Donc ça, on va voir qu'il y a une certaine angoisse et tout ça est dû par le fait que peut-être ils se sentent en danger. Donc là, c'est typique de la personnalité évitante. Quand on est dans une phobie sociale, c'est plutôt peur à certains moments de effectivement certaines situations où effectivement il y a un enjeu, comme dans le milieu scolaire, le travail, un milieu connu, quelque chose, des personnes qu'on fréquente régulièrement, par exemple, dans la phobie sociale, le fait par exemple d'essayer de draguer l'autre, si on ne connaît pas la personne, qu'on est je prends un exemple par exemple, on est en vacances dans un hôtel, on sait qu'on va pas revoir ces gens-là, et on va s'entraîner en fait quelque part à draguer quelqu'un d'autre parce qu'on sait que c'est notre point faible. Par exemple, la personnalité phobique peut se dire ça, tiens, je vais me faire un exercice et c'est plutôt quelque chose de sain en réalité parce que ça permet aussi de décanter un petit peu tout ce qui est peur et tout ce qui est malaise avec les personnes pour voir un petit peu comment il faut faire, quelles sont les choses à faire ou pas, comment est-ce qu'on va se présenter à la personne. Alors quand on est dans le milieu donc des vacances, ben, ça se passe très bien parce que justement il n'y a pas trop d'enjeux, on sait qu'on ne reverra pas cette personne-là, donc on est plus naturel, on prend ça à aller légère et ça se passe mieux justement. Alors que quand on est par exemple dans le milieu scolaire, on sait qu'il y a les copains autour, il y a
les copines aussi, il y a les profs, et on sait que tout le monde va parler sur nous si on se plante en gros, et que ça va faire forcément jaser les autres qui, bon, parfois s'ennuient un peu, et du coup, ça fait un peu boule de neige et l'information va se transmettre. Du coup, on a une certaine pression, du coup, on n'ose pas draguer, et du coup, on ne fait pas ce qu'on ferait en vacances, alors que c'est pas notre personnalité qui est problématique puisqu'on arrive quand même à avoir des comportements adaptés, mais quand il n'y a pas une pression comme ça qui est mise par nous-mêmes hein, d'abord, mais aussi éventuellement par l'autre. En tout cas, ça peut être une pression qu'on imagine aussi. Hein. Donc voilà, je pense que pour ça, c'est moins grave en fait parce que ben, quand vous avez déjà possibilité de draguer dans un autre milieu ou de faire connaissance avec telle ou telle personne par exemple, admettons que votre phobie sociale fait que vous avez du mal à parler avec certaines personnes parce que vous avez peur que ces personnes vous jugent, interprètent mal ou vous voient négativement parce que vous avez peur peut-être de vous dévoiler justement parce que vous n'avez pas trop envie que tout le monde sache votre vie, eh bien avec des inconnus vous n'aurez pas ce problème-là. Donc ça c'est pas un souci. Ça veut dire que quand même vous pouvez créer des liens, mais que peut-être pas dans le milieu du travail, de l'école, etc. Parce que pour vous c'est trop angoissant. Peut-être simplement ça peut être révélateur du fait que autour de vous vous avez des personnes qui sont peut-être pas nécessairement des bonnes personnes. Comme ça peut se présenter chez les personnes qui sont un peu harcelées à l'école. Qui en fait voient sur d'autres personnes du harcèlement, ils ont peur d'être pris pour cible et du coup ils évitent de se dévoiler. Donc ça peut être donc révélateur du fait que votre entourage n'est pas sain, tout simplement. Que peut-être à l'école il y a des gens pas sympas ou dans votre travail, ben, le patron a déjà lynché quelqu'un publiquement, on va dire, donc c'est moqué publiquement de quelqu'un et là vous vous méfiez en vous disant mince ça aurait pu m'arriver aussi et du coup moi je vais pas trop me dévoiler. Ça c'est plutôt un comportement qui est adapté. Donc il faut bien faire la distinction entre vraiment une phobie sociale qui se présente. Donc si vous changez d'école, vous avez toujours cette phobie sociale, la peur de l'autre, la peur de parler notamment à l'école, d'être interrogé face aux profs, de prendre la parole, de vous présenter même des choses vraiment futiles, genre je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, je fais j'ai telle ou telle passion, des choses assez finalement générales. Et bien si ça déjà ça vous met mal à l'aise, c'est plutôt alors de l'ordre de la phobie sociale. Si par contre vous n'êtes mal à l'aise que dans une école en particulier, et bien là posez-vous plutôt la question de savoir si dans cette école il n'y a pas plutôt quelque chose de malsain. Et c'est souvent le cas dans le cas de harcèlement scolaire. Ça peut être aussi lié au fait de ce qu'on a vécu. Si on a vécu un harcèlement scolaire, on change d'école, on a encore peur dans la nouvelle école, mais ça c'est normal, c'est parce qu'on a vécu des choses pas faciles et que du coup ça a un impact, il faut le temps qu'on guérisse, il faut le temps effectivement qu'on se rende compte que les autres ne fonctionnent peut-être pas comme ça, peut-être le temps aussi d'être rassuré, hein, que finalement de rencontrer des personnes qui vont nous accueillir, où vraiment ça va se décanter en fait. Hein. Donc moi je parle en connaissance de cause. J'ai connu ce que c'était que le harcèlement scolaire quand j'avais une quinzaine d'années. J'ai changé d'école et en changeant d'école, effectivement, je me méfiais encore des gens parce qu'en fait, comme j'étais seule, je ne connaissais personne. Dans l'ancienne école, les autres me disaient mais quand t'es seule, ça veut dire que t'es une conne, quoi, en gros. Et donc moi j'avais gardé cette fonction-là, cette façon de penser comme ça. Et quand j'étais toute seule, j'étais vraiment mal à l'aise parce que je me disais, mais les autres doivent se dire que je suis qu'une conne parce que je suis toute seule, c'est que je suis sûrement pas sociable ou pas intéressante ou voilà. Et du coup, en fait, quand j'ai changé d'école, j'ai entendu des gens qui parlaient entre eux, qui disaient, oh la pauvre, elle est toute seule. Et ça, vraiment, ça m'a fait un déclic où je me suis dit, mais donc on ne pense pas de la même façon, il y a d'autres manières de penser, et donc ça ne veut pas nécessairement dire que le problème vient de moi. Il faut parfois aussi un certain temps avant pour qu'on se dise, pour qu'on puisse prendre confiance en d'autres personnes et pour qu'on puisse se dire aussi, mais le problème c'est pas chez moi, je suis quelqu'un d'intéressant et aussi c'est à ce moment-là qu'on va se créer vraiment une personnalité en déterminant qui on est, ce qu'on veut être éventuellement, et peut-être éventuellement changer par rapport à ce qui on était. Hein. Si on était très très renfermé, on a compris que les autres se sont moqués plus facilement de nous parce qu'on était très très renfermé, mais là on va se dire ok, je vais essayer de m'ouvrir parce que au fond les autres ne sont pas dangereux, donc là je vais commencer à m'ouvrir effectivement, et ça va se faire par étapes. Hein. Donc c'est aussi tout un mécanisme d'apprentissage, ça peut se travailler en thérapie, ça peut se travailler tout seul, mais ça prendra un peu plus de temps tout seul qu'en thérapie. Donc effectivement il y a des outils qui existent pour aider ces personnes-là. Donc vraiment faire bien la distinction entre une phobie sociale qui se présente dans tous les cas, dans toutes les écoles, dans tous les travails, dans tous les milieux connus, etc., que enfin voilà, quelque chose qui est dû à un traumatisme en fait, hein, parce que le harcèlement c'est un traumatisme. Alors donc Lucas lui parle plus de
Euh, donc je relis un petit peu en même temps, excusez-moi, je viens de bugger en fait. Mais donc voilà, donc à partir du moment où on ne connaît pas trop les autres et tout ça, on peut être très cool, etc. Quand les gens ne demandent pas trop, qu'on s'avance vers eux, ben on est complètement bien, à l'aise, etc. Et puis par contre, quand on voit la personne venir plus dans une intimité, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre la fuite. Et c'est effectivement comme ça que fonctionne la personnalité évitante, hein, qui c'est une valse en fait, hein, de je viens vers toi, paf, je te fuis. C'est pas des gens qui sont nécessairement froids, enfin ils vont quand même être qualifiés de froids parce qu'ils ne montrent pas leurs sentiments, parce que donc on peut penser qu'en fait ils n'en ont pas, mais c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, beaucoup d'angoisse généralement, et la personne essaye de cacher ça. Donc cacher ça en paraissant parfois un peu hautain, un peu imbu de soi-même, un peu inaccessible. Ce sont des personnes parfois qui vont dire oui, mais cette personne-là, c'est normal, je lui parle pas parce qu'en fait, c'est pas du même milieu social que moi. Vous voyez, vous avez un certain snobisme comme ça qui se met en place parce que la personne préfère paraître snob plutôt que mal dans sa peau, plutôt que en fait comme potentiellement minable quoi. Et donc du coup, plutôt que de montrer réellement ce qu'on est, on va se cacher, on va éviter que l'autre vienne vraiment dans notre intimité. Et donc oui, ça peut être donc une personnalité évitante et comme ça, et le phobique social aussi. Maintenant, à partir du moment où on se dit le problème est chez moi, je me bloque complètement. Donc ça, c'est Lucas qui dit ça, hein. Je dois me dévoiler, je me bloque complètement. Donc le problème vient de soi. On identifie le problème en soi. Et donc là, c'est travaillable en thérapie parce que on identifie le problème chez soi et on se dit, bah, c'est peut-être pas normal d'être comme ça. Je devrais mieux communiquer, je devrais plus avoir confiance. Voilà. Comprendre aussi que l'autre ne va pas nécessairement me juger et que l'autre n'attend pas nécessairement quelque chose de démesuré de moi. Enfin, je suis peut-être à la hauteur au final de la demande de l'autre qui veut simplement peut-être s'asseoir à côté de moi et rien de plus. Ça peut paraître surprenant, mais c'est peut-être juste ça que l'autre demande. Donc ne prenez pas trop peur quand les personnes s'approchent. C'est parfois bien plus de... Comment dire, il y a des gens comme ça qui sont un peu plus envahissants que les autres, mais qui ne sont pas là pour nécessairement rentrer dans votre intimité. Alors évidemment, si vous avez vécu des choses avec un pervers narcissique, forcément, vous allez éviter que les personnes rentrent dans votre intimité, au moins au début, parce que vous n'aurez plus confiance comme vous aviez avant. Il y a un traumatisme qui est là, qu'il faut digérer, qu'il faut travailler. Donc ça se fait par étapes aussi, et donc il y a aussi une crainte, exactement comme la personne qui a vécu un harcèlement avant, à l'école, au travail ou quoi. Donc là, vous avez aussi le même mécanisme de défense qui est aïe aïe aïe, l'autre s'approche, qu'est-ce qu'il veut? Directement, on va se demander est-ce que ses intentions sont bonnes ou pas? Est-ce que je peux faire confiance ou pas? Donc là, j'aurais besoin d'être rassurée sur le fait que je peux faire confiance à l'autre. Et peut-être qu'au final, l'autre n'arrivera pas assez à me rassurer. Peut-être qu'au fond, l'autre n'a pas l'objectif de me rassurer. Il peut pas comprendre nécessairement que c'est important pour moi. Donc l'autre peut me paraître, enfin, me trouver bizarre, me trouver distant, me trouver froid, parce que je n'arrive pas à aller, enfin, à le laisser venir plutôt. Hein. C'est plutôt de laisser venir l'autre à soi. Et donc voilà, ça peut être dû à des traumatismes. Donc toujours voir un petit peu d'où ça date, si ça vient d'éducation ou pas. Donc ce qu'on remarque dans les personnalités évitantes, c'est que beaucoup de personnes en fait ont eu des parents qui leur disaient le monde est moche, attention les gens sont méchants, ne parle pas avec n'importe qui. Et du coup c'est un comportement qui a aussi été appris. Hein. On a appris à se méfier en fait. Et donc là on doit désapprendre ce comportement-là, ce qui prend du temps. C'est possible, mais ça prend du temps. Et donc là, je pense que la plupart des gens sont plutôt dans la phobie sociale plutôt que dans la personnalité évitante. La personnalité évitante, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui a été mis en place durant des années. Généralement, la personnalité évitante ne se pose même plus la question de savoir si ça vient de lui ou de l'autre. Généralement, il identifie ça toujours à l'extérieur. Non, mais c'est les circonstances qui ont fait que. Non, mais c'est pas moi. Hein. De toute façon, moi, je suis au-dessus des autres. Donc non, c'est pas de ma faute. Et même si je suis en faute, bah, les autres n'ont qu'à m'accepter comme ça, quoi, au fond. Hein. Que quand on essaye de changer quelque chose, qu'on essaye de se dire, mince, c'est peut-être pas normal, j'aime pas trop ça chez moi, j'ai envie de pas être comme ça, j'ai envie les autres peut-être qui sont plus à l'aise socialement. Eh bien ça, c'est plus de la phobie sociale. Ça se soigne et ça peut aussi se soigner soi-même. Hein. Donc voilà, on peut débuter une thérapie pour vous donner des outils et puis vous donner des exercices que vous allez créer par vous-même en fait et donc du coup vous allez vous guérir vous-même. Il ne faut pas minimiser que les êtres humains peuvent
quand même avoir pas mal de ressources eux-mêmes, même tout seuls, même quand il n'y a pas de thérapeute ou que ce thérapeute n'a fait que les lancer et les mettre sur des rails, hein. Il y a des personnes comme ça qui sont vraiment très douées pour se guérir eux-mêmes ou même pour guérir leur entourage. Mais voilà, donc ici on est vraiment plutôt dans la phobie sociale dans ces deux questions-là en tout cas. Voilà, donc j'ai répondu à cette question bien entendu. Je pense que cette vidéo est déjà pas mal longue, donc je vais l'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis effectivement de mieux comprendre les choses. N'hésitez pas à poser d'autres questions, je ferai de toute façon d'autres vidéos comme celle-ci. Il y a encore vraiment beaucoup de questions à répondre, donc voilà. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Faites des exercices, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Si vous avez peur des autres, n'ayez pas honte de ça. Au moins, n'ayez pas honte de vous. Communiquer avec vous, c'est important. Je pense que quand on n'arrive pas à se dévoiler à l'autre, c'est peut-être aussi parce qu'on n'arrive pas à se dévoiler à soi-même et à s'accepter aussi par rapport à soi-même. Donc ça veut dire on manque d'amour pour soi, hein. Il y a toujours un problème de toute façon égocentrique, dans le sens où on se regarde le nombril quand on a peur des autres, on a peur que les autres nous jugent, donc c'est toujours par rapport à nous-mêmes. On n'est pas tellement centré sur la relation à l'autre, on est centré en fait sur la relation à soi. On a peur de souffrir, on a peur d'être mis à mal, on a peur en fait d'être blessé, donc on est centré sur soi. Mais ça veut dire aussi que c'est un manque d'amour pour soi. Donc on s'estime pas assez bien, pas assez intéressant, pas assez compétent. Et donc tout ça, c'est un manque d'amour pour soi. On a le droit de ne pas être assez bien, dans le sens où quand on s'aime suffisamment, on peut se tromper. On peut accepter de se tromper et d'être peut-être dans l'erreur. Et aussi, éventuellement, d'avoir des comportements qui ne sont pas adéquats. Mais c'est un apprentissage. Si on ne s'arrête pas là, si on se dit ok, j'ai peut-être pas fait, par exemple, draguer, c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Beaucoup de personnes sont choquées quand on dit ça, mais c'est pourtant vrai. Draguer, ça ne va pas de soi. Donc on a tous fait des erreurs quand on drague, comme par exemple demander le numéro de téléphone tout de suite à quelqu'un, ça fonctionne pas. La personne va se méfier forcément. Eh bien, on a tous fait des erreurs comme ça, que ce soit en soirée, etc., ou draguer quelqu'un qui nous convenait pas du tout, en se disant, bon, on verra. Et puis après, on peut se dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai été faire là? C'est complètement débile. Enfin voilà. Et donc on prend mesure de nos erreurs et on se dit, c'est pas grave, je ne recommencerai plus cette erreur-là. Je tire une leçon de ça et j'en fais quelque chose. Donc c'est ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on est bien avec soi-même, qu'on peut s'aimer soi-même aussi, hein. Donc ça, c'est très très important de s'aimer soi-même pour aimer les autres, pour pouvoir accueillir l'autre dans ce qu'il est. Donc voilà, accueillez les autres comme vous pouvez le faire. Ne vous jugez pas durement. C'est pas grave si vous n'arrivez pas du premier coup. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. On est tous des êtres humains, on en a tous fait. Et ne croyez pas que celui qui a l'air super à l'aise n'en a pas fait. C'est pas vrai du tout. Donc, quand vous prendrez conscience de ça, vous serez beaucoup moins stressé à l'idée de faire des erreurs. Et si vous pouvez vous accepter vous-même, parce que accepter de faire des erreurs, c'est se traiter comme son meilleur ami, se traiter avec vigilance et avec amour, avec bienveillance, avec confiance aussi. Quand vous arriverez à faire ça, vos relations vont s'améliorer et grandement. Donc voilà, si vous tremblez, ben c'est pas grave. Si vous avez un tic, ben c'est pas grave. Ça peut aussi vous rendre mignon. En fait, la timidité peut paraître mignon pour certaines personnes. Et ça nous renvoie aussi tous à quelque chose qu'on n'a pas toujours su faire directement. Donc on lit une peur chez l'autre, mais au fond on a tous peur de quelque chose. Donc au fond on peut tous comprendre ça. Donc voilà, soyez confiants par rapport aux autres et par rapport à vous. Allez vers les autres, ne restez pas bloqués avec des peurs. Essayez de les dépasser. Essayez de vous mettre dans des situations où vous êtes un petit peu mal à l'aise justement pour apprivoiser vos peurs, apprivoiser ce mal-être-là, pour justement ne plus être mal à l'aise dans cette situation-là. Et au fur et à mesure, avec beaucoup d'exercices, vous arriverez à être complètement à l'aise dans les situations qui vous faisaient peur. C'est tout à fait possible. Donc voilà, ça vaut la peine. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous, aimez-vous aussi. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.